L'histoire du contrat de divorce et du prêt de 5 millions de dollars. Mon mari a exigé le divorce pour épouser sa maîtresse. Toute sa famille de 6 personnes a applaudi en soutien. J'ai eu un sourire narquois, j'ai signé les papiers et je suis parti. Le lendemain, la banque a rappelé leur prêt de 5 millions de dollars, et ils en sont restés bouche bée. L'histoire que je raconte aujourd'hui est un souvenir que je n'oublierai probablement jamais du reste de ma vie. C'était la nuit où mon mariage de 6 ans s'est terminé en quelques minutes, non pas par une conversation décente, mais par une mise en scène où j'ai été poussé à signer les papiers du divorce devant toute la famille de mon mari. Je venais de rentrer du travail. C'était le crépuscule, et tout ce que je voulais, c'était entrer, retirer mes vêtements de travail, prendre un dîner tranquille et me reposer après une longue journée. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le salon était baigné de lumière. Toutes les lampes étaient allumées et il y avait une foule inhabituelle à l'intérieur. Avant même de pouvoir enlever mes chaussures, je les ai tous vus. La famille de mon mari m'attendait. Ma belle-mère, Brenda, était assise sur le fauteuil central, le visage figé dans un masque de désapprobation sévère. À côté d'elle se trouvait mon mari, Ethan. Son jeune frère, Kevin, était assis les bras croisés dans un coin. Sa sœur Megan s'appuyait contre le canapé, ses yeux me scrutant de la tête aux pieds. Mon beau-père, Frank, était assis tranquillement au fond, tandis que 2 cousins d'Ethan étaient également présents, comme s'ils attendaient le début d'une pièce de théâtre. L'air dans la pièce était si lourd que j'avais l'impression d'être entré dans un tribunal d'entreprise. Mais ce qui m'a glacé, c'est la simple feuille de papier placée soigneusement au milieu de la table basse, un document blanc immaculé avec un stylo posé à côté, son capuchon déjà retiré. Je me suis approché de quelques pas. Quand j'ai vu les mots imprimés en haut, mon cœur a cogné violemment, pétition pour la dissolution du mariage. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, mes yeux se sont posés sur quelqu'un qui se tenait à côté d'Ethan. Une jeune femme dans une robe qui épousait délicatement un petit ventre arrondi, son visage était joli, mais ses yeux affichaient un mélange de timidité et de triomphe. Je l'ai reconnue immédiatement. Jessica, la femme que je soupçonnais depuis un certain temps. Ethan m'a regardé, le regard fixe. Il a parlé sans détour, sa voix aussi froide que s'il discutait de la météo, signe-le, Claire. C'est fini. Jessica est enceinte, et je dois l'épouser. Les mots sont tombés dans la pièce comme une pierre jetée directement en plein visage. Je suis resté là, stupéfaite, pendant quelques secondes. 6 ans de mariage, effacés par une seule phrase courte. Mais avant même que je puisse parler, ma belle-mère est intervenue. Brenda s'est penchée en avant, la voix tranchante et cruelle, « Tu as été dans cette maison pendant des années et tu n'as même pas pu garder ton mari. Pourquoi restes-tu là? Signe-le et garde un peu de dignité. » Megan a immédiatement renchéri avec un sourire narquois, « Ouais, finissant pour qu'Ethan puisse se remarier. Elle porte le premier petit enfant de cette famille, tu sais. » La pièce est soudainement devenue plus bruyante. Une cousine a secoué la tête avec une sympathie feinte, « Ça arrive. Les hommes ont des besoins. » L'autre a été plus direct, « Quand c'est fini, c'est fini. Ne fais pas traîner les choses. » Ce qui m'a fait le plus mal n'était pas leurs paroles, mais la vue de tous les 6, mes beaux-parents, hochant la tête et murmurant leur accord. Certains souriaient même comme s'ils étaient témoins d'une décision juste. Jessica caressait doucement son ventre, sa voix était douce, mais chaque mot était comme du sel sur une plaie, « Je n'ai jamais voulu me mettre au milieu de tout ça, Claire, mais mon bébé a besoin d'un père. » J'ai regardé Ethan, espérant un seul mot décent, un geste pour préserver le dernier lambeau de respect pour notre mariage. Mais il n'y avait rien. Il a juste haussé les épaules et a dit froidement, « Plus tôt tu signeras, plus vite nous pourrons répartir les actifs. » À ce moment-là, pour une raison quelconque, j'ai laissé échapper un petit rire, un rire très calme. Non pas parce que je trouvais cela drôle, mais parce que la douleur était si immense qu'elle était devenue anesthésiante. J'ai tiré une chaise, je me suis assise et j'ai pris le stylo. Les papiers du divorce gisaient devant moi, les mots imprimés étaient froids et terrifiants. J'ai calmement feuilleté les pages. 6 pères Dieu suivaient chacun de mes mouvements. Je pouvais sentir leur impatience, comme un public attendant un final préparé de longue date. J'ai signé mon nom. La signature était nette, décisive. Ethan a jeté un coup d'œil au papier, et un léger sourire a joué sur ses lèvres. Ma belle-mère a poussé un soupir de soulagement comme si un grand fardeau avait été levé.
Ma belle-sœur s'est tournée vers Jessica avec un large sourire, c'est fait. Tu peux te détendre maintenant. Je me suis levé, je suis allé dans notre chambre et j'ai sorti la petite valise que j'avais déjà préparée. En revenant dans le salon, j'ai marqué une pause. Je les ai regardés un par un et j'ai dit une seule chose, d'une voix si calme qu'elle en était presque sereine, demain, quand quelque chose arrivera, ne venez pas pleurer vers moi. Personne n'a compris ce que je voulais dire. Derrière moi, j'ai entendu le rire perçant de ma belle-mère. Ma belle-sœur a marmonné quelques remarques sarcastiques. Kevin a crié, faites péter le champagne. Nous devons fêter ça ce soir. Le bruit d'un bouchon qui saute a résonné dans le salon, suivi d'un chœur de rire et de cris de joie comme s'ils étaient à une fête. Et moi? J'ai traîné ma valise par la porte d'entrée, ressentant un étrange sentiment de légèreté, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Pour raconter l'histoire d'aujourd'hui, je dois commencer par le début. À une époque où j'étais assez naïf pour croire que j'avais choisi la bonne personne pour construire une vie. Je m'appelle Claire. Je travaillais comme analyste de crédit aux entreprises pour une grande banque commerciale. Ce n'était pas un travail prestigieux. Mes journées étaient remplies d'états financiers, de demandes de prêts, d'accords de garantie et d'interminables colonnes de chiffres qui me brouillaient la vue. Mais en retour, j'avais une carrière stable, un bon revenu et surtout, cela m'avait appris à être méticuleuse, à réfléchir avant d'agir, à baser mes décisions sur des faits, et non sur des paroles douces. J'ai rencontré Ethan lors de la fête d'anniversaire d'un ami. Ma première impression a été celle d'un homme charmant, bien habillé, avec un feu dans les yeux. À l'époque, il était directeur des ventes pour une entreprise qui distribuait des matériaux de construction haut de gamme. Il parlait de son travail avec une telle passion, comme s'il avait une feuille de route pour sa vie dans sa tête, n'attendant que le bon moment pour accélérer. Je croyais sincèrement en son ambition. Ethan me traitait bien, avec une attention constante. Les soirs où je devais faire des heures supplémentaires, il m'apportait à manger à la banque. Quand j'étais épuisé, il m'attendait dans le hall pour me ramener chez moi, en disant « Ne t'inquiète de rien. Tu m'as maintenant ». Environ 6 mois après notre mariage, Ethan a commencé à planifier sérieusement de se mettre à son compte. Il avait besoin de capital, d'un plan d'affaires solide et de quelqu'un qui sache exactement comment naviguer dans le système bancaire pour faire approuver un prêt. Et à ce moment-là, parce que j'étais sa femme, parce que je croyais en lui, j'ai utilisé toute mon expertise professionnelle, toute ma confiance et toutes mes économies durement gagnées pour aider Ethan à poser les premières pierres de l'entreprise qui, un jour, s'écroulerait sur ma vie. Dans les premiers temps, j'ai consacré presque toute mon énergie à l'aider à bâtir son projet à partir de rien. Je travaillais la journée à la banque, puis je rentrais m'asseoir avec lui pendant des heures pour réviser son plan d'affaires et analyser les flux de trésorerie. Je croyais vraiment que c'était une phase difficile mais enrichissante. Je n'aurais jamais imaginé que c'était pendant cette période même que l'argent allait commencer à révéler le véritable caractère de chacun dans cette maison. Quand l'entreprise a commencé à décrocher ses premiers contrats décents, l'ambiance à la maison a changé. Auparavant, Brenda me félicitait pour mon soutien. Mais après les premiers succès, ces louanges ont disparu. À la place, j'entendais des choses comme « Mon Ethan était toujours destiné à être un patron. Un homme avec son ambition est voué au succès. » Ou « Cette famille a un bon karma. C'est pour ça que nous réussissons. » Ils effaçaient mes contributions comme si le succès était tombé du ciel. Les nuits passées sur les contrats et mon investissement financier personnel semblaient n'avoir jamais existé. À partir de là, une étrange alliance s'est formée entre ma belle-mère et mon mari. Brenda voulait que son fils l'écoute et ramène l'argent à la maison pour qu'elle le garde en sécurité. Ethan voulait lui prouver qu'il était capable de diriger seul. J'étais prise entre les deux, me sentant de plus en plus étouffée. Je n'étais plus une partenaire, j'étais traitée comme une partie non pertinente. Brenda disait souvent, assez fort pour que je l'entende, un homme qui gagne de l'argent doit contrôler son propre portefeuille. Ne laisse pas une femme tout gérer ou tu perdras ton autorité. Ethan a cessé de partager les finances de l'entreprise avec moi. Un jour, alors que je m'inquiétais de la gestion des stocks et des risques, il s'est emporté, tu travailles dans une banque, alors tu es toujours trop conservatrice. Pour devenir riche, il faut prendre des risques. Brenda a renchéri, les femmes ont toujours peur. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas faire de grandes choses. Dans leur esprit, j'étais devenu une menace à cause de ce que je savais et comprenais. Environ 3 ans plus tard, l'entreprise d'Ethan a grandi plus vite que prévu.
il a déménagé dans un grand espace commercial, a acheté une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, une nouvelle montre. Son ton avait changé, la voix qui me demandait mon avis ne donnait plus que des ordres. Son téléphone était toujours posé face contre table. J'ai compris qu'il n'avait plus besoin de mon ombre. Ce qui me faisait le plus mal était la complicité flagrante de Brenda, qui racontait partout qu'Ethan avait tout construit tout seul, sans l'aide de personne, et que j'étais juste, chanceuse, de pouvoir profiter de la belle vie. Un après-midi, j'ai entendu Brenda chuchoter à Ethan, garde une réserve d'argent séparée. Ne sois pas idiot en disant tout à ta femme. Ethan n'a pas protesté, il a acquiescé. C'était la confirmation finale, je n'étais plus son épouse, mais une adversaire à surveiller. J'ai remarqué des dépenses étranges, des contrats signés à la hâte, des stocks achetés bien au-dessus du prix du marché. J'ai essayé de l'avertir des risques de faillite, mais il m'a accusé d'être jalouse de son succès. C'est à cette époque que Jessica a commencé à travailler dans l'entreprise. Au début, elle n'était qu'une assistante. Mais un jour, en passant au bureau sans prévenir, j'ai trouvé Jessica assise à côté du bureau d'Ethan, buvant dans ma propre tasse en céramique préférée. Le défi dans ses yeux était clair. Ce soir-là, Ethan m'a accusé de l'étouffer avec ma suspicion, le playbook classique du tricheur. Puis est arrivé le soir où Ethan a ramené Jessica. Brenda l'a accueillie comme une reine. Ethan a annoncé froidement, Jessica est enceinte. Brenda a ajouté avec venin, cette famille a besoin d'un héritier. Pendant des années, tout ce que tu nous as donné, c'est le titre vide de femme. Ethan m'a dit que je n'avais qu'à me débrouiller pour savoir où me placer désormais. C'est là qu'ils ont réuni tout le monde dans le salon pour me forcer à signer les papiers du divorce. Après être parti avec ma valise, je me suis réfugié dans l'appartement d'une amie. Le lendemain matin, à 8 heures pile, mon téléphone a sonné. C'était Sarah, du département crédit de mon ancienne banque, Claire, l'entreprise d'Ethan est en défaut sur son prêt majeur. La direction va activer la clause de recouvrement. Moins d'une demi-heure plus tard, Kevin m'appelait, paniqué, hurlant que la banque réclamait 5 millions de dollars. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ai-je demandé. Tu as signé la garantie personnelle, a-t-il crié. J'ai ri, oh, ce contrat? J'ai signé les papiers du divorce hier. Vous avez oublié de lire les petits caractères. Dès que mon statut matrimonial change, la banque réévalue le prêt. Brenda a appelé ensuite, m'accusant de détruire la famille. Ethan a suivi, exigeant des explications. Ils sont venus frapper à ma porte, débraillés et terrifiés. J'ai ouvert le dossier du prêt et j'ai pointé la ligne, garant personnel de l'obligation, Claire Nuant. Ethan a hurlé, tu as retiré ta garantie. Dès la première heure ce matin, ai-je répondu. Sans ma signature, la banque n'avait plus de sécurité. Le lendemain, je me suis rendu au siège de l'entreprise. Je suis entré dans la salle de conférence devant les banquiers et j'ai posé mes documents, je suis Claire Nuant. Je suis la garante personnelle, mais je suis aussi propriétaire de 40% des parts de cette entreprise, selon cet accord de transfert notarié. Le silence fut total. Ethan avait dû me céder ses parts 2 ans auparavant pour satisfaire aux exigences de la banque pour le prêt. J'ai ensuite révélé la vérité, l'entreprise ne coulait pas à cause de moi, mais parce qu'Ethan avait détourné plus d'1 million de dollars vers le compte personnel de Jessica pour financer leur train de vie, sous couvert de fausses primes. Brenda, furieuse, a giflé Jessica en plein bureau. Jessica, acculée, a alors tout déballé. Ethan lui avait fait passer un test de paternité secret 1 mois plus tôt car il doutait que l'enfant soit de lui, mais il lui avait ordonné de se taire pour utiliser la grossesse comme arme contre moi. La banque a saisi les actifs. La famille s'est entre-déchirée. Kevin a démissionné en insultant son frère. Brenda a dû vendre ses bijoux pour essayer de sauver ce qui restait, mais c'était trop tard. Une nuit, Ethan m'a appelé, brisé, me suppliant de l'aider une dernière fois. Je lui ai demandé, tu te souviens de cette nuit-là, Ethan? La nuit où je suis parti et où toute ta famille applaudissait? Après un long silence, j'ai ajouté, je t'ai sauvé bien des fois, Ethan. Le problème, c'est que tu as toujours pensé que c'était ton droit. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais enfin respirer. Certains mariages ne se terminent pas dans une tempête de larmes, mais dans un moment de clarté silencieuse, quand une femme comprend enfin qu'elle n'a plus à rester dans une pièce où ses sacrifices sont traités comme une simple évidence. Le jour où mes beaux-parents ont applaudi mon divorce,
Il pensait que j'étais celle qu'on jetait dehors. Mais avec le recul, je trouve cela ironique, car la seule personne qui est vraiment sortie indemne des décombres, c'est moi.